Vladimir Poutine. Le chef du Kremlin présidait hier un exercice militaire particulier. Regardez les images de ce missile qui est parti. De quel exercice parle-t-on précisément, Benjamin Cruard, et dans quel contexte s'est-il fait? Le voici, ce missile hier, parce qu'à chaque fois que Vladimir Poutine parle du nucléaire, ça fonctionne toujours. Les populations occidentales prêtent l'attention à son discours. Racontez-nous tout, Benjamin. Ça a commencé avec cette image que vous voyez. C'est un lancement d'un missile intercontinental balistique du sol, la première composante. Alors d'après les Russes, on n'a pas les moyens de le vérifier, mais la cible du missile a été atteinte. Alors je vous montre où se trouvait le lancement. On est ici, au cosmodrome de Plesetsk, dans le nord-nord-ouest de la Russie, et le missile a pris cette direction dans l'est de la Russie. Ça, c'est le premier élément. Au même moment, les Russes diffusent une autre image. Ici, la flotte, la partie nord de la flotte russe, la mer de Barents. Là, cette fois, la deuxième composante, un tir de missile, encore une fois balistique, intercontinental, cette fois depuis un sous-marin russe. Et pour que, j'ai envie de dire, la panoplie soit complète, la troisième composante, la composante aérienne, deux bombardiers stratégiques qui ont décollé dans la soirée et qui ont visiblement tiré cette fois des missiles de croisière. Donc si vous résumez, vous avez la composante aérienne qui a été mobilisée, la composante maritime et la composante à terre qui ont été mobilisées sous les yeux effectivement de Vladimir Poutine qui pilotait ça ou qui supervisait ça de manière très studieuse. Il a même pris des notes pendant l'allocution de son ministre de la Défense. Le ministre de la Défense qui ne parle pas d'une simulation d'attaque, qui parle bien d'une simulation de riposte. On l'écoute. Conformément au plan de formation des forces armées russes, sous votre direction, une formation est en cours pour diriger les forces armées de la Fédération de Russie, au cours de laquelle la tâche consistant à lancer une frappe nucléaire massive par des forces offensives stratégiques en réponse à une frappe nucléaire ennemie sera pratiquée. Donc un test qui simule une réponse. Voici les deux missiles qui ont été évoqués par les Russes dans ce test. Le missile qui a été tiré depuis le sol, c'est un missile Yars, donc qui est balistique, intercontinental, avec une portée 11-12 000 km. Si vous reprenez la portée du missile tiré par le sous-marin Sinova, là encore on est sur des portées très lointaines. L'idée est de dire qu'on peut, pour faire simple, traduire, aller taper l'équivalent des côtes américaines. On n'est pas sur les tout derniers modèles de missiles exhibés par les Russes. On est finalement, le Yars par exemple, vous le retrouvez fréquemment sur les défilés militaires des dernières années à Moscou. Le Yars qui est souvent exhibé à cette période de l'année, on est fin octobre. Fin octobre, c'est le moment choisi par les Russes, généralement pour tester, pour exhiber leur matériel, leur arsenal nucléaire. Vous voyez, ça c'est le Yars. J'ai repris l'exercice de 2019. Donc vous voyez, c'est quelque chose qui revient d'année en année. Simplement, c'est vrai que cette année, il y a eu, ou en tout cas CNN l'a révélé, il y a eu un échec sur un test de missile balistique intercontinental en mois de février. Sans doute que du coup, cet exercice-là permet aux Russes de montrer qu'ils ont toujours une sorte de savoir-faire, en tout cas qu'ils savent toujours toucher n'importe quelle zone du monde. Il s'agissait d'un Cermat qui avait visiblement, d'après CNN, échoué au moment où Joe Biden était en Ukraine en février. On parle bien d'un test de missile capable de porter des charges nucléaires et non d'un essai nucléaire, Benjamin? Non, il n'y a pas de charge nucléaire dans les têtes des missiles qui ont été testés. D'ailleurs, le dernier essai nucléaire russe, et pas vraiment d'ailleurs un essai nucléaire russe, proprement dit, c'est un essai nucléaire soviétique, c'était le 24 octobre 1990. D'ailleurs, si vous reprenez je me suis repenché dans la chronologie, donc le dernier essai russe 90, le dernier essai américain 92, le dernier essai français 96. C'est vrai qu'on était finalement en retard sur la fin des essais nucléaires par rapport aux Russes. Est-ce que les Russes seront les premiers parmi ces pays à relancer des essais nucléaires? Ça, c'est la question qui se pose quand on voit ce qui se passe du côté de la Douma hier, les députés de la Chambre haute qui ont donc voté la sortie de la Russie d'un traité d'interdiction d'essais nucléaires. Le traité dont je parle est celui-ci, le traité d'interdiction complexe des essais nucléaires, TICEN même, qui date de 96. La Russie l'avait signé et ratifié. Et donc, en sortant, ils veulent, en tout cas c'est l'argumentaire, s'aligner sur la position des États-Unis qui l'avait signé, mais en fait, quand vous regardez, signé et non ratifié, en fait. Donc, il s'aligne sur la position des États-Unis. Et d'ailleurs, Vladimir Poutine avait déjà recréé ce match, plus ou moins guerre froide, il y a quelques semaines, en parlant des essais nucléaires. Je ne suis pas prêt à dire si nous avons réellement besoin de mener des essais ou non, mais il est théoriquement possible de se comporter de la même manière que les États-Unis. Si vous faites un résumé de la situation, la Russie qui donc quitte ce traité d'interdiction d'essais nucléaires. La Russie qui, il y a quelques mois, a suspendu sa participation au traité New Start avec les États-Unis qui prévoyait la limitation du nombre de têtes nucléaires, la limitation du nombre de lanceurs, des inspections mutuelles. Donc en fait, vous vous rendez compte que
En quelques mois, la Russie s'est émancipée de 2 traités qui encadraient finalement son arsenal nucléaire. La Russie, je vous rappelle, qui est le pays au monde à avoir le plus de têtes nucléaires prêtes à l'emploi, si on prend les dernières estimations. Russie, États-Unis, vous avez là 90% des têtes nucléaires. Et donc la Russie, eh bien, qui s'est émancipée de 2 traités finalement qui encadraient son arsenal en simplement quelques mois. Merci beaucoup, Benjamin. Françoise, alors on ne va pas s'éterniser sur le nucléaire, on en parle régulièrement, mais est-ce qu'il faut quand même prendre un jour, non pas les Russes au sérieux, mais Poutine et les siens au sérieux ? Oui, je crois qu'il faut notamment comprendre la chronologie des événements auxquels on assiste maintenant. La chronologie est très parlante. Vous avez le discours de Poutine de Valdai, qui annonce l'effondrement de l'ordre mondial actuel et l'avènement d'un nouvel ordre mondial. Donc il y a une stratégie très... je dirais, qui dépasse bien l'Ukraine. L'Ukraine, c'est un point particulier dans cette stratégie de Poutine. Je pense d'ailleurs que l'offensive d'Avdiivka a été planifiée bien avant les succès relatifs des Ukrainiens au sud. C'est un projet de très longue haleine, vu la préparation et c'est d'ailleurs les Ukrainiens semblent convaincus que c'était quelque chose qui remonte à très loin. Et la coïncidence avec l'offensive du Hamas, à mon avis, n'est pas un hasard non plus. Vous voyez, le but de Poutine, il l'a toujours dit, c'était de stopper l'aide occidentale à l'Ukraine. Quel meilleur moyen de stopper l'aide occidentale à l'Ukraine que d'ouvrir un nouveau... Vous pensez qu'il y aurait une corrélation ? Parce que qu'ils s'en réjouissent. Oui. Quand on le voit, il a l'air en pleine forme, il a l'air de prendre ça vraiment, mais alors avec délectation. Mais vous pensez que ça pourrait être une concertation, notamment avec l'Iran, quelque chose ? Mais bien sûr. Il faut laisser parler. Israéliens, il faut laisser parler la chronologie, c'est évident. Quand on voit la stratégie de Poutine, c'est absolument évident qu'il y avait un objectif. Les Russes l'ont tout de suite dit. Ils ont dit, ça y est, l'aide à l'Ukraine va prendre fin. C'était la première réaction à ces événements. Oui, alors pardon François, si je vous suis sur, et pourquoi pas, sur ce terrain, donc il ne va y avoir que de la contagion. Parce que l'idée des Russes, c'est que ça ne s'arrête pas au Hamas et à Israël. C'est-à-dire que là, l'Iran aujourd'hui qui semble tirer les ficelles et manipuler, les Américains qui tirent en Syrie, Israël hier encore qui a tiré en Syrie, le Hezbollah, le Liban. Donc voilà, l'idée des Russes, ce serait de mettre le feu sous chaudron. Exactement, et la propagande russe le dit. Skabieva a dit maintenant, il reste que le dernier acte, une attaque de la Chine contre Taïwan. Et l'ordre mondial prendra fin. L'ordre mondial tel qu'on l'a connu, l'hégémonie américaine, prendra fin.